Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau briefing, éclairage sur l'actualité, numéro 147. Merci de votre fidélité et nous avons une fois encore nos intervenants habituels et qui vont nous parler aujourd'hui d'une actualité qui est assez riche. Alors, on va reprendre nos bonnes habitudes et laisser la parole à Arnaud pour commencer les aspects plus politiques et économiques. L'économie, en effet, avec le chiffre qui paraît significatif, la production industrielle de Russie qui a augmenté de 5,5% en avril en glissement annuel, selon Rostal. Et ce qui est encore significatif, de mon point de vue, c'est que ces chiffres s'expliquent en grande partie par la hausse des produits finis de la métallurgie hors véhicule. Ça marche pas. Je peux recommencer ou pas? Alors, je vais recommencer. La production industrielle de Russie, qui a augmenté de 5,5% en avril, en glissement annuel, et de 6,5% par rapport à avril 2019, qui était en quelque sorte la dernière année normale, pré-Covid et pré-conflit en Ukraine. Donc, c'est un chiffre significatif et qui s'explique en grande partie par les produits finis de la métallurgie, hors véhicules et équipements. Et cette catégorie englobe la production d'armement. Par ailleurs, le ministère du Développement économique qui propose un renforcement du soutien aux PME avec une réactualisation de la stratégie 2030 en se concentrant sur 4 axes: les entreprises de moins de 2 ans qui sont les plus défaillantes, les micro-entreprises qui se rapprochent du seuil au-delà duquel elles n'entrent plus dans la catégorie des PME, ainsi que d'autres entités qui ne sont plus formellement des PME, mais dont le gouvernement entend accompagner la croissance. Un rappel important, les petites et moyennes entreprises en Russie ne contribuent qu'à 20% de la richesse nationale. C'est bien moins qu'en France, qu'en Allemagne et qu'en Italie, par exemple. Donc, quelque chose un domaine où il y a une forte marge de progression théorique. Une étude de nos voisins de la Haute École d'économie de Moscou qui souligne que la Russie a perdu en 2020 et en 2021 0,5% de PIB en raison de la dégradation de la qualité de la main-d'œuvre, santé et autres. Enfin, un chiffre relatif aux compagnies aériennes de Russie qui ont enregistré sur les 4 premiers mois de l'année une baisse de près de 50% de leur volume de fret par rapport à l'an dernier. Et enfin, dernier point qui peut-être intéressera certains de nos auditeurs, Rosneft, la compagnie pétrolière nationale, qui a décidé de verser des dividendes, de nouveaux dividendes, 190 milliards de roubles, c'est-à-dire un peu plus de 2 milliards d'euros au titre de l'année 2022. La compagnie avait déjà versé des dividendes au titre du premier semestre 2022. En tout, ce sont plus de 400 milliards de roubles qui vont être versés. C'est intéressant parce que d'autres entreprises publiques, comme Gazprom par exemple, ont décidé de ne pas verser de dividendes. Donc le secteur pétrolier se porte mieux à l'évidence que le secteur gazier, ce qui n'est pas étonnant après la suspension des exportations vers l'Europe. J'en viens maintenant à la politique intérieure avec 2 projets de loi qui sont déposés ou en cours de dépôt à la Douma d'État. Le premier concerne l'interdiction de tout changement de sexe, à l'exception de certains traitements de maladies congénitales. Et ce projet de loi a été déposé par 368 députés, y compris le président de la Douma d'État. Donc on voit un texte avec une très forte connotation idéologique. Un autre texte, probablement d'orientation plus pratique, le président de la commission de la défense, M. Kartapolov, qui dépose un texte prévoyant que les personnes jusqu'ici considérées comme partiellement aptes au service ou celles ayant été condamnées, sauf crimes graves selon les termes du code pénal russe, c'est-à-dire viol, meurtre, trahison, espionnage, eh bien, peuvent être appelées sous les drapeaux en cas de mobilisation, d'introduction de la loi martiale ou en temps de guerre.
Un épisode que je n'ai pas évoqué lundi et je le regrette un peu, donc j'y reviens parce que ça me paraît intéressant et je sais que ça intéressait Pavel. Le patriarche Cyril qui a démis de ses fonctions et interdit d'office l'archiprêtre Kalinine pour avoir entravé le transfert de l'icône d'André Rublev, la Trinité, dont on a parlé ici, de la galerie Tretiakov à la cathédrale du Christ Sauveur. Ce prêtre, Léonide Kalinine, présidait jusqu'à présent la commission d'experts auprès de l'Église orthodoxe pour l'art et les restaurations, et il avait émis des réserves sur les conditions de conservation et de transfert de la fameuse icône. Cette histoire, elle est intéressante aussi parce que, après une vive controverse avec les milieux de la culture, il a été décidé que donc l'icône serait effectivement présentée et exposée dans la cathédrale de Moscou pour la Pentecôte, c'est-à-dire le 4 juin, mais pour une durée de 2 semaines, et qu'elle rejoindrait ensuite, non pas Sergeï Posad, le siège du patriarcat, mais les ateliers de restauration pour une durée indéterminée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne sait pas si en réalité elle sera transférée à l'Église orthodoxe, restituée à l'Église orthodoxe, tel que ça a été décidé par Poutine. Et c'est intéressant parce que ça montre que c'est un cas d'école du système de prise de décision en Russie et je dirais de leur éventuelle non-application, même quand elles émanent du président. Donc c'est quelque chose une histoire assez intéressante, je pense. J'en viens maintenant aux attaques de drones qui ont eu lieu mardi. Je ne vais pas revenir sur les faits, mais plutôt sur la réaction politique et sur les possibles conséquences au sein de la société. Donc, première observation, je crois que ça ne constitue pas vraiment une surprise pour les moscovites, pour les observateurs de la scène russe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un précédent le 3 mai, on se souvient des attaques sur les coupoles du Kremlin, c'était autrement plus spectaculaire et cela avait une force symbolique autrement plus importante, de mon point de vue en tout cas. Comme après l'attaque du Kremlin, il y a eu une volonté de minimiser la portée de l'événement de la part du Kremlin. Le Kremlin qui, contrairement à ce qu'on entend ou on lit en Occident, ne semble pas vouloir jouer la surenchère pour justifier une escalade militaire. Et d'ailleurs, ces réactions plutôt modérées sont critiquées, notamment sur Telegram, par ceux que l'on qualifie parfois de patriotes en colère. Alors, le plus important sans doute, c'est moins la réaction du pouvoir que ce qui peut se passer dans la société russe, à Moscou et ailleurs. Est-ce que ça peut provoquer un basculement de l'opinion publique d'un côté ou de l'autre, du côté de la paix ou de la guerre? Je dirais que schématiquement, 3 réactions sont possibles, 3 suites sont possibles. Premièrement, un effet de panique, suscitant une demande de paix, et c'est probablement le calcul des Ukrainiens. Deuxièmement, le scénario inverse, une sortie de l'état de déni et d'apathie de la société au profit d'une forme de radicalisation de l'opinion publique. Ça me paraît aussi peu probable que le premier scénario, à vrai dire. Jusqu'ici, en tout cas, la demande de guerre à outrance reste très minoritaire au sein de la société. Et enfin, un scénario inertiel qui personnellement me semble plus probable. Pourquoi? Parce qu'il y a des précédents. On se souvient de la destruction du croiseur Moskva en avril 2022, l'attaque contre le pont de Crimée, le Kremlin que j'ai évoqué. Et on peut penser que la société, dans son ensemble, va continuer à privilégier une forme de repli, voire ce que notre hôte de mardi, le politiste Mikhail Vinogradov, a qualifié d'émigration intérieure, en espérant pouvoir encore rester à l'écart ou inviter à un cataclysme. Voilà, cher président, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Plein de choses intéressantes, comme toujours. Moi, j'aurais 2 questions. Dans ta première partie, tu parlais des PME qui représentent 20% de la richesse nationale. C'est un chiffre stable? Est-ce que c'est en évolution? Est-ce que c'était différent avant? Est-ce qu'on est espoir que ce soit différent après? Quelle est la situation?
Alors avant, si on remonte très loin, oui, évidemment. Mais non, en tout cas, c'est un chiffre qui plafonne. Un chiffre qui plafonne. Et dans ces PME, alors il y a différents chiffres qui circulent, hein, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs individuels en réalité aussi. Donc il y a, je crois, 6 millions d'entrepreneurs individuels, mais qui eux-mêmes n'ont pas d'employés. Donc ce n'est pas très étonnant, c'est l'un des legs du modèle soviétique, qui est finalement, jusqu'à une date récente, privilégié en tout cas par le président. On sait que Vladimir Poutine a une appétence particulière pour les grands groupes, et ce qui peut se comprendre d'une certaine mesure, hein. Il y a une efficacité, un effet de masse, mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est aussi une vulnérabilité, et 20%, c'est effectivement très en dessous de ce que la Russie pourrait faire si ces forces vives qui existent étaient libérées, si j'ose dire. Et concernant l'icône, là, qui semble avoir déclenché, selon la formule traditionnelle, une tempête dans un bénitier, est-ce que, à ton avis, le fait que l'icône revienne dans un truc de restauration, est-ce que c'est pas pour les, pour les responsables de la culture, en fait, une façon de jouer la montre en disant que d'ici qu'elle soit restaurée, il y aura peut-être eu un changement à la tête qui permettra de garder l'icône dans des meilleures conditions et dans les mains de l'État, en tout cas. Probablement. Alors, on ne sait pas si. On ne connaît pas la suite. Est-ce que c'est jouer la montre ou espérer qu'elle ne sortira jamais? Je pense qu'il y a une vraie volonté, y compris au sein du pouvoir. C'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que ce ne sont pas. Finalement, ce n'est pas le clivage habituel, opposition extra-parlementaire, pouvoir. Non. Vous avez la ministre de la Culture, qui vient d'être nommée d'ailleurs, pardon, la responsable du musée Pouchkine, pardon, qui s'est exprimée de façon solennelle, très alarmiste, et évidemment, elle fait partie des loyalistes. Donc là, c'est voilà, une ligne de faille qui traverse finalement le pouvoir, alors avec un clivage qui est assez classique quand même, hein, ce qu'on appelle les musées, qui est les responsables de musées qui, quelles que soient leurs convictions, sont réticents à ce processus de restitution qui concerne des icônes ou des bâtiments d'ailleurs. D'ailleurs, oui, ça nous a soulevé deux questions d'auditeurs. Dans quel atelier de restauration, celui de la Tretiakov ou du Patriarche? Bonne question, patriarche, non. D'ailleurs, je ne pense pas qu'ils aient des ateliers en tant que tels. Je pense que ce sont peut-être des ateliers du ministère de la Culture ou peut-être de la Tretiakov. Celui du musée André Roublev, où il y avait quand même un gros, qui était l'ancien atelier de restauration des icônes, donc Probablement. au monastère Andronikov, je ne sais pas. Oui. Le centre historique était le centre baptisé du nom d'Igor Grabar, qui était l'un des grands historiens d'art religieux, et l'Institut de restauration a été abrité pendant des décennies dans l'église Marthe et Marie, bien connue des passants du Zamaskvalic, où avait notamment, à la fin de sa vie, avant la Révolution, servi comme nonne la sœur de l'impératrice Elisabeth Feodorovna, aujourd'hui martyre et inhumée sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Et cet institut de restauration d'icônes a été restitué à l'Église orthodoxe, qui aujourd'hui est un lieu de culte. Bien, non, mais on va continuer l'enquête. Bon, quelqu'un avait mal compris l'interprétation du transfert de l'icône de sa restauration. J'espère les éclaircissements ont été avancés. Voilà, donc on va passer maintenant à la géopolitique, à la diplomatie, à certains aspects militaires, j'imagine aussi. Donc, Igor, nous attendons tes éclairages. Merci Gilles, bonjour à tous. Alors, je vais commencer par un point traditionnel sur l'état de l'aide militaire, financière, économique à l'Ukraine, avec une première nouvelle, et ce n'est pas une surprise qui vient des États-Unis, puisque Washington devrait, d'ici la fin de la semaine, annoncer un nouveau paquet d'aide militaire pour l'Ukraine. Priori, un montant de 300 millions de dollars, qui est un paquet qui devrait principalement porter sur la livraison de munitions pour des systèmes qui sont déjà livrés et opérationnels en Ukraine, donc des munitions pour le système HIMARS, des munitions pour le système défense antiaérienne Patriot, mais aussi des munitions, enfin des missiles Stingers pour les systèmes de défense antiaérienne mobile courte portée Avenger,
de même que de l'équipement pour les fantassins, donc des gilets pare-balles, des lunettes de vision nocturne, des munitions. On parle de 30 millions de cartouches de petits calibres. Pour l'armée ukrainienne, alors à ce jour, l'administration Biden a livré à l'Ukraine pour près de 38,3 milliards de dollars d'aide militaire, dont 37,5 milliards depuis le début de ce qu'on appelle l'opération spéciale, donc 24 février 2022. Du côté des Européens, eh bien, selon le Financial Times, la Commission européenne serait en train de plancher sur un paquet d'aides financières à l'Ukraine de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui couvrirait la période jusqu'à 2027. Un mécanisme qui pourrait être publié courant juin et qui viserait principalement à soutenir budgétairement l'Ukraine d'une part et d'autre part à financer la reconstruction de certaines infrastructures. Fin mai, Bruxelles a débloqué une tranche de 1,5 milliard d'euros d'aide macro-financière pour Kiev. J'en viens maintenant au chapitre des expulsions de diplomates, puisqu'il y a eu beaucoup de développements ces derniers jours. Alors, tout d'abord avec l'Allemagne, puisque, comme vous le savez certainement, donc, en fin de semaine dernière, j'en avais parlé lundi, eh bien, la Russie a annoncé l'expulsion massive de diplomates et de fonctionnaires allemands. On parle de plusieurs centaines de personnes concernées. Des personnes qui travaillaient, alors des personnes avec leur famille également, hein, mais qui travaillaient donc aussi bien dans les instituts Goethe à Moscou, Saint-Pétersbourg ou ailleurs qu'à l'école allemande de Moscou, par exemple dans les consulats et dans les ambassades. Ces gens vont devoir donc quitter la Russie d'ici la fin du mois de juin et après leur départ, le personnel allemand en Russie devrait donc, il devrait rester 350 personnes en tout de ce personnel allemand en Russie. De son côté, alors, les consulats d'Allemagne, excusez-moi, situés à Kaliningrad, Yekaterinbourg et Novosibirsk, doivent être donc fermés d'ici novembre, hein, suite à ces expulsions de personnel allemand et de diplomates allemands. De son côté, l'Allemagne a annoncé le 31 mai sa décision de fermer 4 des 5 consulats russes situés en Allemagne. La Russie dispose donc de 5 consulats en Allemagne aujourd'hui: Bonn, Hambourg, Munich, Francfort et Leipzig. On ne sait pas parmi ces 5-là lesquelles vont fermer, mais donc elle conservera un consulat général et donc et évidemment donc son ambassade. La Finlande également est concernée par ces expulsions puisque les consulats finlandais de Petrozavodsk et Mourmansk vont fermer. Ce sont des consulats qui avaient été ouverts au début des années 90 et de son côté, Helsinki a demandé la fermeture des services de la chancellerie de l'ambassade qui disposait d'une antenne dans la ville finlandaise de Lappeenranta. Et là aussi, donc ces services vont fermer d'ici le mois de juin, on a dit. Enfin, en tout cas, assez brève échéance. Pour le 1er juillet, voilà, pour le 1er juillet, je viens de retrouver la date. Du côté de la Turquie, donc je vous ai parlé de la réélection de Erdogan récemment, donc je ne vais pas revenir dessus, mais la cérémonie, l'investiture donc du président Erdogan est prévue pour samedi, et c'est Vyacheslav Volodine qui va représenter la Russie lors de cette cérémonie officielle. D'après le quotidien turc Hurriyet, qui généralement est bien informé, il se pourrait que dans les jours qui suivent cette investiture, donc courant du mois de juin, disons, il y ait les visites séparées de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky en Turquie, toujours donc en lien avec l'effort de médiation que tente de déployer la Turquie. Alors la Turquie qui était dans une période évidemment électorale et qui par conséquent a dû plutôt se concentrer sur la politique intérieure à défaut de s'investir dans la politique étrangère. Là en ce moment on est dans le processus de formation du nouveau cabinet turc. Il y a des mouvements assez importants qui sont attendus dans le gouvernement turc qui doit être constitué d'ici la fin de semaine, en tout cas avant l'investiture, donc on devrait en savoir plus dès demain. Et à partir de là, eh bien, la diplomatie turque pourrait se réactiver je dirais, de manière plus visible en direction donc, de cette tentative de médiation. L'Afrique, avec Sergueï Lavrov, j'en parlais, hein, donc, qui a entamé une quatrième tournée depuis un an sur le continent africain. Donc,
Il était donc au Kenya lundi, Kenya, où il n'est pas arrivé les mains vides, puisque alors que le ministre des Affaires étrangères atterrissait à Nairobi, eh bien, on apprenait que la Russie avait livré un chargement de 34 000 tonnes d'engrais au Kenya, qui est présenté par divers titres de la presse, aussi bien en Russie qu'ailleurs, comme un don de la part de la Russie au Kenya. Depuis le Kenya, il s'est envolé vers le Burundi où il était donc mardi, puis ensuite il était au Mozambique mercredi et Sergueï Lavrov est arrivé en Afrique du Sud aujourd'hui où il restera jusqu'à demain puisque se réunissent donc en Afrique du Sud les ministres des Affaires étrangères des BRICS. Et pendant ce temps-là, à Moscou, c'est le président érythréen qui est arrivé mardi pour une visite officielle de 4 jours, donc une longue visite. Il a rencontré hier Vladimir Poutine et s'est vu remettre une invitation, enfin officiellement une invitation au sommet Russie-Afrique qui se prépare. Je rappelle à ce titre-là que l'Érythrée est un des pays africains, enfin des rares pays africains qui systématiquement a voté contre ou s'est abstenu lors des différents projets de résolution critiquant ou condamnant la Russie qui ont été soumis depuis, on va dire, 1 an et demi maintenant à l'Assemblée générale des Nations unies. Et d'autres pays comme le Soudan aussi qui ont été dans leur vote assez compréhensif, on va dire, à l'égard de la Russie. L'Érythrée fait partie donc de ces quelques pays. Je reviens aux BRICS un instant, puisque d'après Reuters, Pretoria chercherait à résoudre le casse-tête finalement qui est lié à la présence de Vladimir Poutine potentiellement au sommet des BRICS à Durban, donc à la fin de l'été, au mois d'août. Selon certaines sources, les autorités sud-africaines envisageraient de demander à la Chine, à titre exceptionnel, de recevoir cette réunion des chefs d'État, puisque la Chine a assumé la présidence tournante des BRICS l'an dernier. Elle a transmis donc cette présidence tournante à l'Afrique du Sud. Et étant donné le mandat d'arrêt qui a été émis contre le chef d'État russe par la Cour pénale internationale, eh bien, une des options consisterait donc à tenir ce sommet non pas à Durban, mais en Chine. C'est donc une information de Reuters qui a été démentie par Sergueï Ryabkov, donc vice-ministre des Affaires étrangères cet après-midi, qui a expliqué que c'était de la désinformation. On ne sait pas donc pas trop à quoi s'en tenir, mais visiblement, il y a une réflexion, enfin en tout cas plusieurs options qui pourraient être considérées en Afrique du Sud pour essayer de contourner cette difficulté. En tout cas, l'immunité diplomatique a été garantie par l'Afrique du Sud à tous les représentants diplomatiques étrangers qui se trouvent aujourd'hui et demain donc en Afrique du Sud pour cette réunion des ministres des Affaires étrangères. Autre réunion, celle de la communauté politique européenne qui tient en ce moment même son deuxième sommet à Chisinau, donc en Moldavie. Alors je rappelle que la communauté politique européenne, c'est un format relativement récent qui a été donc lancé suite au sommet européen de juin 2022 sur proposition du président Macron et qui a tenu son premier sommet à Prague en octobre dernier. Alors cette communauté politique européenne, elle regroupe 44 pays, donc les 27 évidemment, mais outre les 27, la Grande-Bretagne, la Turquie, la Moldavie et d'autres pays des Balkans qui, d'après donc les sites officiels européens, cette communauté vise, je cite, à renforcer les liens entre l'Union européenne et ceux qui partagent ses valeurs sans en être membres. Fin de citation. Alors, à noter que le président turc était bien présent, Recep Tayyip Erdogan, donc en octobre à Prague lors du premier sommet, mais qu'il va bouder ce deuxième sommet. Il n'assistera pas à ce sommet en Moldavie aujourd'hui. Et Volodymyr Zelensky, quant à lui, est arrivé en premier ce matin donc à Chisinau pour assister à ce sommet. Alors, que m'évoque un peu toute cette actualité que je viens de vous présenter? Tout d'abord sur l'Allemagne et les expulsions de diplomates. Bon, c'est assez frappant. Le processus de détricotage de la relation russo-allemande se continue. Donc, après la relation énergétique qui a été dynamitée au sens propre comme au sens figuré avec le sabotage des Nord Stream 1 et 2, il y a eu ensuite la relation économique, commerciale. Bon, ça, c'est, je vais dire maintenant structurel. Hein. Rien que les exportations allemandes vers la Russie se sont effondrées de 45% en 2022. Donc, on imagine bien que cette relation ne se porte pas bien. Et donc maintenant, ce sont les relations diplomatiques et culturelles, puisque là, ce sont des expulsions massives. On parle de plusieurs centaines de personnes pour l'Allemagne. Donc, évidemment, un désarrimage de l'Allemagne et de la Russie, alors que c'était deux partenaires économiques, diplomatiques, politiques, qui étaient quand même majeurs. Et une Allemagne qui regarde de plus en plus vers l'Atlantique, aussi bien pour sa sécurité énergétique que pour sa sécurité militaire.
l'Allemagne, par exemple, a placé un contrat de 13 milliards de dollars auprès de Boeing pour acheter des hélicoptères, des avions. Ce qui va faire de l'Allemagne le deuxième client de Boeing pour après l'armée américaine, ce qui n'est donc pas rien. Et le deuxième élément sur lequel je voulais revenir, c'est ces déplacements de représentants russes à travers le globe. J'en avais un peu parlé la semaine dernière. Là, on voit que ça continue. Donc j'avais parlé donc de Mishustin en Chine, de Medvedev au Vietnam. Bon, là, on voit que Lavrov donc entame une nouvelle tournée africaine. Qu'est-ce que ça nous dit de la répartition des tâches entre les différents acteurs de la politique étrangère russe? Eh bien, ça confirme que l'Afrique a priori relève du périmètre du ministère des Affaires étrangères. On voit qu'il s'y déploie une activité assez intense. Alors, il y a la visite de Lavrov, mais pas seulement. Volodine, c'est intéressant parce qu'il s'était déjà rendu en Turquie fin 2022. Il avait rencontré d'ailleurs le président Erdogan et juste après, il avait poursuivi son périple au Moyen-Orient avec une visite en Iran. Et donc là, on le voit revenir en Turquie avec une mission qui dépasse évidemment la simple diplomatie parlementaire, puisque là, il a quand même investi une mission de représentation de très haut niveau. Donc on voit que pour lui, ce nouveau périmètre se confirme, hein, c'est un nouveau périmètre qui lui a été attribué. Je rappelle que, par exemple, dans la catégorie de la diplomatie parlementaire, j'en ai parlé il y a quelques mois, Madame Matvienko, par exemple, avait été envoyée régulièrement en mission en Arabie Saoudite, on l'avait vu dans le Golfe notamment, souvent porteuse de messages délivrés par le président Poutine pour les monarques du Golfe. Et donc là, reste à voir si, pour ce qui est des premiers ministres, que ce soit sur un exercice Mishustin ou un ancien premier ministre comme Medvedev, eh bien leurs missions asiatiques vont se poursuivre, ou est-ce que finalement, avec la Chine pour Mishustin, c'était quelque chose qu'on ne reverra pas, là, à suivre dans les prochains mois pour voir comment évolue ce périmètre. Voilà. Eh ben, voilà une actualité d'une grande richesse. Alors, on a pas mal de questions. Alors, je vais juste demander à nos auditeurs de bien vouloir préciser sa question que l'on ne comprend pas, contrairement à des patriotes en Ukraine, opérant en Ukraine. Donc, merci de reformuler la question parce qu'on ne la comprend pas. D'ailleurs, on nous pose la question enfin, sait-on combien de citoyens allemands en Russie? Et d'autant, il me semble par ailleurs que l'Allemagne n'autorise pas la double nationalité. Donc, je me demande, il devait y en avoir pas mal au départ avec les anciens de RDA et des choses comme ça. Moins qu'au Paraguay. Merci de cette précision historique. Par ailleurs, j'ai lu tout à l'heure, c'est le consulat de Berlin qui va rester. Oui, apparemment, c'est confirmé. Volodine à Istanbul, est-ce que ça va être l'occasion de contacts informels avec l'Occident ou ailleurs? En tout cas, ça va être les premiers contacts informels et formels avec le nouveau cabinet turc, hein, puisque ça va être un haut représentant russe. Alors, il faudra voir qui parmi les autres représentants étrangers vont se trouver à Ankara pour l'investiture d'Erdogan, mais en tout cas, parmi les représentants russes et des invités spéciaux, dira-t-on, Volodine sera le premier à prendre contact avec ce nouveau cabinet turc, qui va être une fois de plus lourdement remanié. On parle quand même de remaniement, enfin sans mauvais jeu de mots, tectonique. Dans ce cabinet turc il se dit par exemple que Hakan Fidan, qui est grand patron des services de renseignement turcs, pourrait se retrouver vice-président. C'est pas rien, c'est un haut représentant des structures de force qui a une influence très conséquente dans l'appareil de sécurité turc et qui pourrait se retrouver donc bras droit de Erdogan. On parle du départ de Hulusi Akar, ministre de la Défense, par exemple. Lui aussi, c'est un poids lourd qui serait évacué. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer parce qu'il y a des enjeux de politique intérieure turque très importants pour le président Erdogan et les élections municipales qui arrivent dans moins de 12 mois. Son parti a perdu dans les grandes villes du pays. Donc, pour lui, il y a un enjeu de politique intérieure évident. Donc, ça, pour en venir à Volodine, oui, lui, il va prendre contact. En tout cas, peut-être sera-t-il porteur d'un message, d'ailleurs, on ne sait pas. Hein. Mais oui, ce sera l'occasion voilà, d'établir des liens avec ce nouveau gouvernement, ce nouveau cabinet turc. Merci de ces précisions intéressantes. Alors, il y a une question, deux questions sur le même sujet, donc je vais les relier. La dégradation des relations Russie-Allemagne, entre parenthèses plus la Finlande, pourrait-elle être contagieuse parmi d'autres pays d'Europe? Et donc, une question
conjointe. Comment est la situation au niveau diplomatique et culturel entre la France et la Russie à l'heure actuelle? Est-ce comparable à celle qu'on a avec l'Allemagne? Il y a un facteur très positif. Je sais que ce n'est pas monnaie courante, mais le Quai d'Orsay a pris la décision de nommer et d'envoyer à Moscou un conseiller culturel, le précédent ayant été là s'expulser il y a quelques mois, et c'est un signe, je pense, extrêmement favorable parce que il y a effectivement toutes les raisons du monde pour ne pas voir ce genre de poste. Il n'y en a pas, par exemple, à l'ambassade britannique. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait non plus à la chancellerie allemande, à Moscou. Aujourd'hui, la culture fait partie de ces rares filets, de ces rares filets ténus qui maintiennent encore la Russie et l'Europe en général et la France en particulier. Arnaud? Oui, encore une fois, bon, c'est un sujet délicat et qui peut évoluer très vite en réalité, mais pour autant qu'on puisse le savoir aujourd'hui, la France n'est pas sur la même ligne que l'Allemagne, n'est pas dans une logique de réduction drastique des personnels diplomatiques, de fermeture de sites. Je crois même savoir que un nouveau consul va être nommé à Saint-Pétersbourg. Bon, après, il peut se passer beaucoup de choses, évidemment, hein. Il peut y avoir des incidents, il peut y avoir, mais il me semble que la France ne cherche pas à détruire le dispositif, son dispositif diplomatique en Russie. Alors que l'Allemagne, même si on me dit qu'il y a des positions un peu divergentes entre le ministère des Affaires étrangères et la chancellerie, en tout cas, le fait est que la ligne Baerbock, on l'appelait comme ça, semble prévaloir. La Finlande, il y a une problématique particulière qui est celle évidemment de l'entrée du pays dans l'OTAN. Donc là, on est dans une phase de dégradation accélérée, d'autant plus visible qu'il y a une très longue frontière. Enfin, il y a une histoire particulière entre la Finlande et la Russie, avant l'URSS, bien sûr, pendant la période post-45. Il y a eu aussi, après 1991, une très grande densité de relations économiques et humaines entre la région, enfin la Carélie, la région de Saint-Pétersbourg et la Finlande. Et tout ça est en train de disparaître de façon rapide et spectaculaire. Alors, on nous pose une question à laquelle on va répondre avec plaisir. Qui est le nouveau conseiller culturel? Pouvez-vous le présenter? Alors, il s'appelle Alexandre Georgini, c'est quelqu'un d'assez remarquable, qui a commencé sa carrière comme stagiaire ENA à l'ambassade de Moscou et qui a ensuite été en poste ici pendant 3 ou 4 ans à la chancellerie. Et parmi ces différents postes, ensuite, il était notamment consul général de Hong Kong, France. Et donc, il nous revient maintenant, très heureux de revenir. Il aime beaucoup la Russie. Et donc, je pense que c'est un atout très fort pour la continuation de relations culturelles. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme question? On a des questions sur Airbus. Kit d'Airbus européen versus Boeing, peut-on voir là un rapprochement avec la Pologne habituée des achats aéronautiques et militaires Euro-Europe? Non, il y en avait une autre sur Airbus. Voilà. L'Allemagne qui choisit Boeing, pourquoi pas un acteur européen comme Dassault? Est-il trop petit? Alors, ça me permet peut-être de détailler un peu. En fait, chez Boeing, ils vont acheter des hélicoptères de transport lourds, les fameux Chinook, hein, on a déjà dû voir au moins dans les films, et des avions de patrouille maritime, des P-8. Donc, en l'occurrence, là, c'est pas des avions de chasse, parce que je pense que la référence à Dassault, c'était plutôt pour ça. Mais pour autant, disons que avec un contrat aussi juteux, évidemment, qu'on a le droit de se poser de questions. Pourquoi ils ne choisissent pas plutôt des fournisseurs européens? Pourquoi ne pas faire un projet européen plutôt qu'acheter sur étagère aux États-Unis? Il y a plusieurs raisons. D'abord, industriellement, lancer un projet de zéro, ça prend des années et des années et des années. C'est très long, trop long. Alors là, les Allemands, je rappelle, ont mis sur la table 100 milliards d'euros de budget pour rééquiper leur armée qui est, de l'avis de plusieurs experts du domaine, dans un état assez critique. Donc, ils n'ont pas vraiment le luxe de pouvoir s'offrir du temps pour lancer des projets européens qui, par définition, au plan industriel, sont très longs à mettre en place, avec des obstacles politiques, évidemment, en plus.
Donc, ils se tournent vers les Américains. Je dirais que c'est en cohérence avec la ligne générale hein, de regarder vers l'Atlantique, comme je l'ai dit, pour la sécurité énergétique, les entreprises allemandes qui vont aller investir aux États-Unis, puisque maintenant, dans cette logique de rapprovisionnement énergétique avec du gaz de schiste américain, etc. Donc, en réalité, il y a plein de choses qui se remettent en place, mais dans la direction plutôt de l'Atlantique. Donc voilà, mais c'est certain que ça pose des questions par rapport à ce qu'on entendait il n'y a pas encore si longtemps au sujet de l'autonomie stratégique européenne, etc., etc. Enfin, tout ça, ça semble de plus en plus loin maintenant. Bien, alors peut-être une dernière question. Alors, vous allez vous lancer dans la prospective politique. Avec les élections américaines l'an prochain, pourrait-on se diriger vers une fin des hostilités courant devant 2023 sous la présidence Biden? Le président sortant, son représentant, pourrait se voir glorifié, entre guillemets, d'avoir mis fin à la guerre, voire même s'attribuer un Nobel. Le but pour le camp démocrate étant de garantir la réélection. Vous trouvez cette hypothèse plausible? Non, mais ce qui est certain, c'est que le facteur américain, il est déterminant dans cette histoire. Donc, le corollaire, c'est que comme on va rentrer aux États-Unis dans une période électorale dès la rentrée, enfin préélectorale avec les primaires, etc., qui a le Trump qui est en embuscade. Je crois même avoir lu aujourd'hui que Michael Pence, ancien vice-président, va annoncer le début de je ne sais quelle candidature ou campagne favorable à Trump. Enfin, en réalité, tout ça va se mettre en place et mécaniquement, j'avais déjà dit ici, mais le sujet ukrainien va passer un petit peu au second ou au troisième plan, puisque la politique intérieure américaine va reprendre ses droits et qu'on sait qu'aux États-Unis, c'est un très très grand moment qui est plein d'émotions, une déferlante de titres, d'argent aussi pour financer la campagne. Bref, tout ça va se mettre en place. Le sujet ukrainien, il est un peu à double tranchant, c'est-à-dire on l'a vu là encore dans la période des négociations qu'il y a eu pour prolonger le budget américain qui était déjà arrivé à son plafond dès le mois de juin, en fait, dès le 1er juin. Évidemment qu'ils ont trouvé un arrangement, ça faisait pas de doute. La question, c'est comment ils le trouvaient. Et évidemment, j'ai dit les sommes tout à l'heure, 38 milliards rien que pour l'aide militaire. Si vous rajoutez l'aide financière, etc., on arrive à, je crois, plus de 60-65 milliards. Tout ça, il faut le justifier auprès du Congrès. Alors, il y a un consensus bipartisan pour dire qu'il faut aider l'Ukraine. Ça, c'est pas le sujet. La question, c'est comment et c'est les modalités en fait de cette aide. Et il y a des gens qui commencent à expliquer qu'il faut peut-être mettre un peu plus de diplomatie et ne pas miser sur exclusivement des fournitures d'armement, mais qu'il faut un peu plus panacher ça avec du politique et de la diplomatie. À cet égard, j'incite nos auditeurs à aller récupérer un dernier policy paper que l'Observatoire a publié sur ce sujet, sur le débat américain aux États-Unis, donc concernant l'Ukraine. Et en réalité, il y a des nuances qui ne sont pas inintéressantes à relever dès aujourd'hui, parce que peut-être que demain, elles vont devenir un peu plus importantes. Elles ne seront plus que des nuances. Elles vont devenir peut-être des pistes de réflexion. Et donc oui, la campagne électorale va être probablement propice. Alors, est-ce que ça va être au contraire quelqu'un qui va mettre plutôt la gomme et aider encore plus l'Ukraine pour, comment dirais-je, se démarquer d'un candidat républicain qui va dire, moi, si j'arrive au pouvoir, je laisse tomber, etc. On en sait, il faudra voir, mais ça va être un sujet, mais quelque chose me dit que ce n'est pas forcément quelque chose qui sera profitable aux Ukrainiens. En tout cas, ils ne pourront pas en bénéficier forcément, comme jusqu'à présent, ils ont bénéficié du soutien unilatéral et de la logique de bloc côté américain, parce que l'agenda et le temps médiatique ne sera plus seulement consacré à l'Ukraine. Il y a d'autres sujets qui vont venir devant, il y a des sujets de politique intérieure. Et donc, je ne suis pas certain que ce soit dans leur intérêt de devenir un sujet de politique intérieure. Très bien. Juste, on nous demande quelques éclaircissements sur la communauté politique européenne et le fait que ce soit à Kishinev, j'imagine que c'est un moment politique important pour la Moldavie. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à son entrée ou non dans l'Europe, dans des choses comme ça? Alors c'est surtout, ça se veut un signal fort. Pourquoi? D'abord parce que la Moldavie est frontalière de l'Ukraine. Elle se sent, à tort ou à raison, menacée par la Russie. Donc voilà, ça a un tout autre sens que si ce sommet avait été organisé aux Baléares ou en Irlande, bien sûr. Mais tout le monde le comprend bien. Pour ce qui est de l'entrée dans l'Union européenne, bon, elle n'a pas le statut de candidat reconnu.
On parle, et encore une fois, on parle du pays le plus pauvre d'Europe. Alors, avant la guerre, c'était une année la Moldavie, une année l'Ukraine. C'est quelque chose d'ailleurs dont on parle de moins en moins, hein, le niveau de développement. Euh, mais voilà, il y a comme si finalement le critère politique l'emportait sur les critères économiques, sur les critères de fonctionnement de l'Union européenne aussi. Alors, est-ce que ça sera toujours d'actualité après le conflit en Ukraine? Nul ne le sait. On est dans une phase d'émotion, encore une fois, d'émotion où toutes les calendriers, les procédures sont un peu chamboulés. Certains soulignent qu'il serait assez surprenant que l'Ukraine et la Moldavie bénéficient de passe-droit ou de coups de fil, alors que des pays des Balkans sont candidats de longue date et font des efforts pour se conformer aux critères. Bon, en tout cas, c'est un projet du président Macron, un projet français. Il s'agit de dépasser le clivage entre États membres et États non membres. C'est peut-être une volonté de réincarnation de la Confédération européenne de Mitterrand, mais la grande différence, c'est que cette fois, c'est sans la Russie. Mais de façon fonctionnelle, c'est une institution non, Voilà, oui, c'est informel, c'est une nouvelle, comment dirais-je, un nouveau forum pour, disons, discuter de sujets avec des pays qui n'avaient pas sinon vocation à se retrouver ensemble, puisque là, c'est les 27 plus bon, des anciens, des ex, comme on dirait, avec les Britanniques. Les Turcs qui, comme Arnaud l'a rappelé, sont depuis des années en fait sur, en théorie, une logique quand même de rapprochement avec l'Union européenne, même si on comprend maintenant que c'est quand même, ça appartient plus au passé qu'à autre chose. Et puis des pays qui, eux, sont toujours sur, a priori, une logique d'adhésion active, comme les pays des Balkans, qui sont quand même voilà, sur une logique de rapprochement. Et donc l'Ukraine et la Moldavie, mais dont on comprend bien que ce n'est pas demain, a priori, qu'ils sont censés adhérer, parce qu'il y a quand même tous les chapitres, enfin c'est toute une histoire de rentrer dans l'Union européenne. Hein. Donc non, c'est purement informel, et c'est donc un format qui a été suggéré par Macron à l'époque. ça rassurera donc nos auditeurs qui s'inquiétaient que ça ne devait pas une nouvelle structure de fonctionnaires rémunérés, je cite. Voilà. Mais effectivement, ça ne veut pas dire que ça ne va rien nous coûter. Mais bon. Bien. Voilà, nous allons finir sur ces bonnes paroles, ce briefing 147. Nous nous retrouvons lundi, comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner à nos newsletters. Alors ça, Arnaud, Arnaud, tu nous quittes pour quelques semaines, séminaire de réflexion. Exactement. Exactement, sur l'île de Beauté. Et jusqu'à quand, je ne sais pas. Rentrée le 19. D'accord, donc on va essayer de passer cette difficile période, Antoine, mais Igor va être sur le pont H24. Donc, merci de votre fidélité. À lundi donc. Et puis, comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.